Mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Michel Six, le chef économiste France de l'agence de notation Standard & Poor's, celle-là même qui avait dégradé en pleine campagne présidentielle le AAA de la dette française, provoquant un véritable séisme politique sur la fragilité de notre économie et de ses déficits. Alors, où en est-on aujourd'hui, alors que Paris vient de transmettre à Bruxelles un programme de stabilité jugé trop optimiste par nombre d'économistes et par le FMI, et alors que le débat sur un desserrement budgétaire face à l'austérité dans la zone euro est plus que jamais sur la table. Bonjour Jean-Michel Six. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal pour une actualité riche et pas facile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, à décrypter. Alors, ce programme de stabilité du gouvernement, le gouvernement qui s'en tient à une légère croissance pour 2013, 0,1%, autant dire rien, nous sommes d'accord, mais au-dessus quand même de la prévision d'un certain nombre d'économistes et du FMI qui voient le pays dans la récession pour 2013. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez S&P ? Alors, il y a deux choses. Oui. Il y a 2013, sur lequel, effectivement, je crois qu'il y a un assez large consensus pour dire qu'au mieux, la France connaîtrait une légère décroissance, Oui. entre moins 0,5 et 0. L'autre question qui est tout aussi importante, c'est 2014. Oui, on va y revenir, Non, mais ne vous inquiétez pas. Les deux sont liés parce qu'en réalité, à la bien limite, sûr. tout le monde est d'accord sur 2013. Le problème, c'est que chaque année, en 2012, c'était pareil. Tout le monde était d'accord pour dire cette année, ça ne va pas être bon, mais l'année prochaine, vous allez voir, là... Oui, mais alors en même temps, tout le monde est d'accord pour dire, sinon que moi j'ai revu un peu vos petites déclarations, parce que je le disais, S&P, c'est vous qui aviez mis les pieds dans le plat. Et alors je ne sais pas si c'était un peu pour vous rattraper, je me pose toujours un peu la question. Il y a encore quelques mois, vous estimiez que finalement la France était sur une assez bonne trajectoire et qu'on arriverait en 2013 à faire aux alentours d'un demi-point de croissance encore. À l'époque, vous estimiez que c'était possible. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, j'allais dire, vous tournez Kazakh en quelque sorte ? Non, on n'a pas tourné Kazakh. Ouais. En réalité, ça fait déjà un certain temps qu'on prévoit quand même une croissance négative pour la France. C'est pas, c'est pas un beau matin, on ne s'est pas réveillé en disant non, en fait, il faut changer nos prévisions. Mais en février dernier, vous estimiez que la France était sur une bonne trajectoire. En matière de réforme, matière de réforme, on citait deux exemples, l'accord sur le marché du travail en particulier, qui nous paraissait une très bonne chose. Et de ce point de vue-là, quand il y a quelque chose de bien qui se fait, il n'y a pas de raison qu'on ne le dise pas. On n'est pas uniquement les avocats plaignants à charge. Mais vous vous félicitiez qu'on arrive par exemple à avoir en perspective presque 60 milliards de réduction de la dépense publique programmée comme ça. Donc on était, encore une fois, cette bonne trajectoire. Alors l'affichage, on s'en est félicité, on a dit 60 milliards, c'est un bon objectif. Et quand vous regardez nos déclarations, ce qu'on a ajouté, évidemment, c'est donnez-nous des détails. N'est-ce pas? Comment vous allez faire concrètement? Force est de constater que depuis, les détails, on continue à les chercher un petit peu, mais qu'entre-temps, il s'est passé une chose quand même importante, c'est que le pouvoir d'achat des ménages a d'ores et déjà baissé. Nous pensions qu'il allait baisser en 2013 avec les hausses d'impôts, mais que 2012 était encore une année plate, comme on en a connu depuis quelques années. En réalité, le pouvoir d'achat, il a d'ores et déjà baissé. Ce qui veut dire une chose, ça veut dire que maintenant, les ménages vont avoir un choix assez douloureux entre la baisse de leur taux d'épargne ou la baisse de leur consommation. Et tout indique que c'est la deuxième option qui sera choisie cette année, c'est-à-dire une baisse de la consommation. L'ampleur de cette baisse va déterminer l'ampleur de la récession en France cette année. Alors c'est vrai, effectivement, vous avez raison, on le voit à travers les ventes des automobiles ou des biens d'équipement absolument catastrophiques. On peut penser qu'effectivement, les ménages ont fait leur choix. Soit dit, le gouvernement, lui, estime toujours que les ménages ont la capacité, vont peut-être prendre un peu dans leur bas de laine, en quelque sorte, pour soutenir leur consommation. Goldman Sachs anticipe un repli, par exemple, de 0,7% sur 2013. Est-ce qu'on pourrait avoir un second semestre catastrophique? Le risque, c'est effectivement que les ménages, en fait, tirent trop sur leur épargne, en quelque sorte, c'est-à-dire provoquent un choc sur la demande intérieure qui ne sera pas compensé par une meilleure demande extérieure. Ce n'est pas les exportations françaises qui, en 2013, tout au moins, vont tirer l'économie. Donc, c'est soit la consommation des ménages, soit rien. Car du côté des entreprises, comme on le sait, les perspectives en matière d'investissement à court terme sont pour le moins médiocres, avec des taux de marge qui sont quand même au plus bas, pratiquement dans toute la zone euro, les marges françaises. Donc, tout dépend de l'ajustement. Ah oui, c'était le rapport de Bruxelles, vous vous souvenez, là, ça a fait un peu de bruit aussi. On s'aperçoit, enfin, on le savait quand même, mais on est à des niveaux records quand même. Et ça a continué à baisser. Donc pas de marge. Non, très très peu de marge côté des entreprises. Côté exportation, on a des performances qui sont quand même très médiocres. Et côté consommation des ménages, si vous attendez des hausses d'impôts importantes,
mais qu'en même temps, individuellement, vous ne savez pas exactement forcément combien vous allez payer d'impôts en plus, il est vraisemblable que vous allez mettre plus d'argent de côté, plus d'épargne de côté pour le dernier chèque en septembre, etc. Ça risque quand même de... Et puis la montée du chômage qui quand même fait très peur, et l'effondrement de l'immobilier. Ouais, alors tout ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Hein. Cet effondrement de l'immobilier, ce n'est pas un effondrement au sens les prix qui s'écroulent, mais ça veut dire que pour la première fois, on a quand même des signes tangibles que le marché s'est enfin retourné. Oui, y compris à Paris. Alors, le gouvernement prévoit un déficit ramené à 2,9% en 2014. Nous y arrivons donc avec un effort de redressement structurel de près de 1 point de PIB. Hein, c'est beaucoup, 70% sur les dépenses et puis 30% en nouveaux prélèvements. Alors là aussi, est-ce que vous pensez que c'est crédible, sachant que la fin 2013, vous venez de nous le rappeler, pourrait être très mauvaise, de s'en tenir à 1,2% de croissance en 2014, Jean-Michel Six? Écoutez, la réponse, en fait, elle est dans la question. Ouais. Si effectivement on fait 1,5 ou 1,2 de croissance l'année prochaine, c'est tenable, cet objectif de réduction des dépenses et d'augmentation relative des recettes. Le problème, c'est qu'à mon avis, ces 1,2 seront très difficiles à faire. Seulement, après, il faut élargir un petit peu en se disant, mais alors, ça va durer combien de temps, cette affaire? C'est-à-dire que chaque année, on va repousser comme ça la prévision l'année suivante en disant, bon, finalement, cette année, c'est pas comme on pensait. Mais l'année d'après, vous allez voir, là, on va faire effectivement. C'est là où, justement, nous poussons un peu un signal d'alarme en disant, cette fenêtre de tir qu'a ce gouvernement avec cette majorité à la Chambre, avec toutes les régions qui contrôlent, etc., c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. C'est-à-dire, au lieu d'attendre la croissance comme on attend un peu l'apparition de la Sainte Vierge, d'essayer de provoquer effectivement un certain nombre de réformes qui permettront à terme, effectivement, de revenir à des objectifs réalistes sans s'appuyer uniquement sur la croissance, c'est-à-dire en fait sur l'Allemagne. Parce que si vous écoutez le discours officiel aujourd'hui, et c'est ça qui m'ennuie un peu, c'est qu'on vous explique que si la croissance ne devait pas revenir comme prévu, ce serait à cause de l'Allemagne. Oui, oui. Bon. Là aussi, on va y revenir. Vous avez vu les rumeurs, ce n'était pas votre agence, mais qui ont agité les marchés sur un possible décrochage de l'Allemagne, parce qu'eux aussi pourraient être finalement dans l'œil du cyclone. On va avoir l'occasion d'y revenir. Mais alors, tout ce que fait le gouvernement actuel, puisque vous nous parlez un peu des réformes, entre l'accord sur l'emploi, le crédit impôt compétitivité, vous avez vu que le gouvernement essaie de mobiliser déjà en préfinancement 2 milliards pour les PME, essayer de tirer un peu plus d'argent du livret A et de le destiner aux entreprises. Le déblocage de l'épargne salariale, entre parenthèses, ça fait très sarkozien, en quelque sorte, comme mesure. Voilà. Est-ce qu'avec tout ça, oui, mais tout ça, quelque part, la consommation. Alors, est-ce qu'avec tout ça, quand même... Ça fera des importations supplémentaires. Pour vous, ça fera que des importations supplémentaires. Quand vous avez comme ça, d'abord, il y a déjà eu 2 expériences où on a libéré une partie de l'épargne. Notamment dans les années 90. Et puis la dernière avec Sarkozy. Et dans les 2 cas, d'abord, tout l'argent disponible, les 20 milliards en question, n'a pas forcément été tiré. Les gens ont bon. D'autre part, deuxièmement, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont placé ailleurs, dans des rendements, dans des produits plus rentables, parfois. Bon, puis ils ont acheté des téléviseurs et des choses importées. C'est un écran large de télévision, c'est une voiture allemande, c'est des choses comme ça. Alors là, ça veut dire qu'il n'y a pas de ressort entre, je me répète, le crédit d'impôt compétitivité. Alors ça, c'est autre chose. Oui, d'accord, mais tout ça, c'est un tout quand même, Jean-Michel. Oui, mais si vous voulez, dans un cas, vous essayez effectivement d'améliorer les marges des entreprises. Vous essayez de les encourager à investir avec le crédit d'impôt, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. À mon avis, c'est probablement trop peu, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Il faut le saluer. Après, vous entendez aussi beaucoup les entreprises nous dire c'est quand même un système très compliqué, assez opaque, on a du mal un petit peu. Mais bon, ne soyons pas négatifs, c'est quelque chose qui existe, qui peut avoir un effet à moyen terme sur l'investissement des entreprises. Par ailleurs, cette chose sur la consommation, ça, c'est vraiment au mieux un trimestre pendant lequel vous aurez... totalement homéopathique et anecdotique. Si je comprends bien. C'est pas ça qui va tirer la croissance. Alors, l'idée quand même, donc c'est 20 milliards à trouver, je le disais tout à l'heure, 70% sur la baisse des dépenses et 30% sur l'augmentation à nouveau des prélèvements obligatoires. On sera à un record l'an prochain. Est-ce que le curseur vous paraît bien placé ou on est toujours dans ce déséquilibre entre la dépense et les nouvelles taxes ? Il y a plusieurs chemins pour aller à Rome. Je veux dire, s'ils choisissent cette voie, bon, très bien, nous, ce qu'on verra, c'est les résultats. Moi, ce que j'attends, c'est plutôt... à la limite, ma réaction serait de dire, bon, très bien, vous avez choisi ce pourcentage-là, cette allocation-là, très bien. J'aimerais quand même quelques détails sur les dépenses en question, et les coupes des dépenses en question dont on nous parle quand même depuis la campagne présidentielle et sur lesquelles on n'a pas beaucoup pour l'instant, à part les non-renouvellements de départ en retraite, etc., choses qui produisent des effets à moyen terme. Admettons, vous voyez, ma réponse c'est admettons qu'on fasse 70-30. OK.
Qu'est-ce que c'est les 70 ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le temps s'écoule, on a un peu de mal à voir qu'est-ce qui va effectivement se faire derrière ces 70%. Oui, et notamment sur, et puis on approche maintenant de notamment sur la sécurité sociale, sur les baisses de dépenses de sécurité sociale. Tout ça paraît un peu une projection, hein, en quelque sorte. Alors, le côté quand même, la perspective du gouvernement, ils disent effectivement pour 2014, ils tablent sur un soutien du commerce extérieur, avec notamment une bonne tenue des États-Unis, de l'Allemagne toujours, qui pourrait continuer donc à importer de chez nous, du moins un peu plus, et puis tout ça avec la fin des tensions dans la zone euro, et ça ferait un rétablissement progressif des investissements des entreprises, une petite reprise de la consommation, etc. Et donc on arriverait, je résume, à une inflexion de la courbe du chômage. Tout ça paraît très beau sur le papier. Alors, ça paraît très beau sur le papier, c'est pas entièrement impossible dans la mesure où il y a effectivement quand même une reprise aux États-Unis qui est quand même assez convaincante. Oui, on est d'accord, oui. Les pays émergents reprennent, ils ne reprennent pas au même rythme qu'en 2010, mais ça c'est normal, il n'y a pas du tout les mêmes plans de relance derrière. C'est quand même, quand on dit la Chine va faire 7,5 cette année, voire 8, les gens disent « oh, c'est pas extraordinaire ». Attendez, n'empêche que ça a mis un coup de blues sur les marchés, vous vous souvenez, alors qu'effectivement c'est quelques dixièmes de points. Mais la question qui se pose, c'est par rapport à l'Allemagne. Il y a deux questions. La question de l'Allemagne dans les 18 mois qui viennent, et quel va être l'effet d'un yen beaucoup plus faible sur le commerce extérieur de l'Allemagne, d'une part, et d'autre part, quelle va être la performance des exportations françaises. Sur ce premier point, les exportations françaises, si vous regardez par rapport à 2007, juste avant la crise, si vous regardez où en sont les exportations françaises en volume aujourd'hui, elles sont 2% au-dessus de leur niveau de 2007. Les Allemands sont à 17% au-dessus de 2007, les Espagnols 14%, les Portugais 10% au-dessus de 2007. Il n'y a qu'un pays qui fasse moins bien que nous en matière d'exportation en ce moment, c'est les Italiens qui font moins 1 par rapport à 2007. Mais ça, vous reposez toujours l'éternel problème de la compétitivité aujourd'hui du site France, quoi. Oui, absolument. Mais là alors, parce qu'on ne peut pas dire, ah bah oui, forcément, c'est parce que la demande extérieure est très faible. Elle a été très faible pour tout le monde. Alors ça, c'est les exportations. Mais il y a deux choses, les exportations et puis l'Allemagne. Comment va se comporter l'Allemagne face à, en fait, à un nouveau concurrent qui est en train vraiment de déclencher une politique monétaire d'une agressivité totale. Donc c'est le Japon, on a compris. Ça va provoquer une baisse du yen. Ça a commencé, ça va s'accélérer. Or, les deux marchés sur lesquels l'Allemagne et le Japon sont en concurrence directe avec des produits très similaires et de qualité comparable, parce que les produits japonais sont de qualité. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est les États-Unis et la Chine. Donc, les deux pays que vous venez de me citer comme étant des pays qui vont porter le commerce international. Qu'est-ce que ça va faire, ça, sur l'économie allemande ? Il est possible que, effectivement, ça donne un coup de frein aux exportations allemandes. À ce moment-là, on peut effectivement, pour reprendre le scénario que vous décriviez précédemment et qui était un peu féerique, quand on essaie de le tourner dans un scénario plus réaliste, on peut se dire qu'à ce moment-là, peut-être que les Allemands vont se dire finalement, on est quand même pénalisé par l'euro, alors que jusqu'ici, ils ne l'étaient pas. On peut effectivement penser que les Allemands pourraient, fin 2013, après les élections allemandes, et donc pousser à une baisse de l'euro qui nous profiterait également. Qui nous profiterait également. Et puis d'autre part, se dire, attention, il y a deux choses, parce que là Arnaud, on est vraiment au cœur du problème de la fin 2013. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Qu'est-ce qui va se passer du point de vue allemand ? D'une part, cette pression sur l'exportation, difficulté accrue. Et d'autre part, sur le plan intérieur, notre principal voisin... Les élections. Non, puis après les élections. Notre principal voisin, la France, la deuxième économie de la zone euro, qui visiblement a eu encore une année très très mauvaise, peut-être même plus mauvaise qu'en 2012. C'est pas comme quand le Portugal est en récession. Bien sûr. La configuration est différente. On pourrait donc effectivement avoir en 2014 peut-être une contribution plus importante de la croissance de la zone euro par l'Allemagne par l'intermédiaire de sa demande intérieure. Ça, c'est pas impossible comme pari. Alors, en même temps, vous avez vu, Patrick Artus, qui est un fidèle aussi sur notre antenne, estime que de tirer, de demander plus de latitude de la part de l'Allemagne. Vous avez vu le discours du gouvernement aujourd'hui qui voit bien que l'Allemagne contribue un peu plus, effectivement, au desserrement de la rigueur, dit que ce n'est pas une solution miracle. Et alors, je regardais un peu ce qu'il avait en tête. Pour lui, un surplus de 1 point de PIB par la demande en Allemagne, ça ne génère que 0,1% pour nous sur notre pauvre PIB. Autant dire que c'est un leurre. Alors, bon, ça c'est une estimation économétrique. Je ne sais pas exactement, ça peut être entre 0 et 0,5. Ça veut dire simplement qu'effectivement... Pas beaucoup quand même. Ça veut dire surtout qu'effectivement, ce discours qui consiste à attendre l'Allemagne, et chaque fois qu'on vous parle de
par exemple, on parle à un ministre du déficit de la sécurité sociale, il vous répond, bah oui, mais tant que l'Allemagne n'aura pas relancé, etc. Bon, je veux dire, ça va bien, quoi. On ne peut pas tout mettre sur le compte de l'Allemagne. Hein. Il faut avoir de la compétitivité pour exporter, même en Allemagne. Ils n'attendent pas nos produits à la frontière. Mais vous avez quand même vu qu'il y a tout un débat. Les Pays-Bas qui aujourd'hui ont renoncé à près de 5 milliards d'économies budgétaires et notamment des mesures qui ont été jugées à caractère antisocial. Vous avez vu qu'ils ont reculé. Est-ce que l'Allemagne ne va pas commencer, là aussi, j'emploie l'expression de tourner kazakh tout à l'heure, mais c'est toujours la même, là aussi, peu à peu, à infléchir son discours face à cette montée des critiques et surtout s'apercevoir que tout ça pourrait les emmener bas et les asphyxier à leur tour. Est-ce que sur 2014, on pourrait le voir, ça? Oui. D'une part, sur la Hollande, il faut quand même... Et c'est quand même un pays très proche de l'Allemagne. Alors, c'est un pays 3A, très proche de l'Allemagne. Oui, bien sûr. C'est un pays qui est en pleine récession, qui a pris des mesures fiscales extrêmement dures, en particulier sur l'immobilier. L'immobilier hollandais, qui était en plein boom depuis des années, qui était une source de richesse potentielle pour les ménages. Et ils ont supprimé un certain nombre d'avantages fiscaux très importants qui étaient en fait à la base du modèle. Oui, qui étaient presque délirants. Bien sûr. Mais comme ça a été fait d'un seul coup, ça a provoqué un effondrement de la consommation des ménages hollandais. Et effectivement, une entrée en récession beaucoup plus rapide et plus grave que prévu. Alors, est-ce que tout ça fait que les Allemands commencent encore une fois, et je repose ma question, à réfléchir face tout d'un coup à un mur qui s'effrite, le mur qui les protégeait encore, qui s'effrite de plus en plus? Alors, je pense qu'effectivement, comme j'ai essayé de le dire, que dans une projetons-nous après les élections allemandes. Avant les élections allemandes, je veux dire, je ne pense pas qu'il va y avoir grand-chose d'annoncé. Mais après les élections allemandes, dans une configuration où d'un côté, vous avez la France qui est très affaiblie, la Hollande qui est très affaiblie, et puis de façon générale, la zone euro, donc par définition, qui reste totalement en stagnation, voire pire. Eh bien, effectivement, on peut... Et puis les exportations, comme je le disais, allemandes, qui commencent aussi à être attaquées par de nouveaux concurrents, Japon en particulier. On peut concevoir effectivement que des mesures plus agressives de relance de la consommation par l'intermédiaire des salaires. Ils ont commencé déjà, il y a déjà des accords salariaux en Allemagne qu'on aimerait bien avoir en France. Oui, plus 6% sur 2 ans, je regardais. C'est quand même... C'est pas rien. C'est pas rien. Ils n'ont pratiquement pas d'inflation. Donc, oui, on pourrait penser avoir un petit soutien de ce côté-là en 2014. Comment on n'arrive pas quand même à comprendre qu'avec de tels efforts budgétaires, on n'arrive pas à contenir la dette aujourd'hui dans la zone euro, avec un effet démultiplicateur de la rigueur sur la croissance qui atteint des niveaux insoupçonnés. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est mal étalonné, parce qu'il n'y a pas de coordination entre les pays de la zone euro, mais comment ça se fait qu'avec de tels efforts budgétaires, tout ça se traduise sur de l'austérité et non pas sur un réservoir de croissance? Pour résumer, c'est parce que tous les secteurs de l'économie se désendettent au même moment. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Là, vous avez le secteur privé qui se désendette. Prenons le cas de l'Espagne, par exemple. Fort désendettement des entreprises, fort désendettement des ménages, fort désendettement de l'État. Il reste qui? Il reste le reste du monde. Le reste du monde, c'est qui? C'est le reste de l'Europe. Or, il se trouve que le reste de l'Europe fait la même politique. Donc, à partir de ce moment-là, tous les secteurs de l'économie sont dans la même phase procyclique. Et donc, effectivement, c'est des configurations dans lesquelles il est très difficile de retourner vers la croissance. Ce qu'ont fait les Américains, par exemple, est très différent. Vous regardez le secteur privé américain, il s'est fortement désendetté. Là, on le voit vraiment. Par contre, le secteur public a attendu, en quelque sorte, que le secteur privé commence à se désendetter. Et ça pourrait venir maintenant, d'ailleurs, avec la fameuse falaise et donc la politique budgétaire d'Obama. Est-ce qu'il pourrait y avoir, Jean-Michel Six, un espèce de scénario noir dans la zone euro, avec finalement cette hausse toujours permanente des dettes publiques, des conditions de crédit restrictives pour les entreprises, une faible demande, l'investissement ne repartirait pas, et on serait dans une asphyxie totale, et alors là, qui pourrait entraîner la France très loin dans un trou noir? Bon, le pire est jamais sûr. Faut pas, et vous avez prononcé un mot dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici, c'est les crédits, le crédit bancaire. L'autre caractéristique de la zone euro, c'est que la politique monétaire ne se transmet pas à l'économie réelle. Si vous regardez la taille... c'est ce que disait Draghi, il essaye d'ailleurs, il essaye de faire en sorte que ça se rétablisse. Attendez, il parle, les mots sont forts dans la bouche d'un banquier central, il parle de fragmentation de la zone monétaire. Fragmentation. Non mais attendez, c'est quand même très clair. Ça veut dire qu'effectivement, par exemple, s'ils n'ont pas encore baissé leur taux d'intérêt, c'est parce qu'ils savent que ça ne se transmettra pas. Il n'y aura pas de transmission dans l'économie réelle. Et les taux d'intérêt en Italie restent beaucoup plus élevés que les taux d'intérêt en Autriche, ce qui ne devrait pas être le cas dans une zone monétaire unifiée. Là, on a quand même aussi quelque chose d'important qui est en train de se dessiner et dont on pourrait souhaiter que ça s'accélère, que ça se matérialise, c'est quand même l'union bancaire. C'est-à-dire d'arriver à une zone monétaire qui soit quand même beaucoup plus opérationnelle, dans laquelle vous avez un vrai système bancaire unifié
Et ça pourrait permettre le retour d'une transmission. Et c'est la grande différence avec les États-Unis. Aux États-Unis, la politique monétaire, même si les instruments utilisés étaient différents, n'empêche que l'intention était la même. C'est bien mieux transmise à l'économie réelle que dans le cas de la zone euro. Pourquoi ? Parce que le secteur bancaire américain, d'abord, a été bien plus restructuré que le nôtre, et d'autre part, parce qu'il est encore beaucoup plus unifié. Ça, c'est vraiment une différence très, très importante. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des faillites aux États-Unis, et chez nous, il y en a quasiment pas eu dans le domaine bancaire. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin, vous pensez, face à ce risque de scénario noir dont je parlais tout à l'heure, dans les mesures non conventionnelles de la BCE ? Bon, on a eu les OMT, le programme OMT, et puis les apports en garantie pour les banques, des prêts accordés aux entreprises. Donc tout ça, c'était déjà pas mal. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin aujourd'hui dans des mesures non conventionnelles, au risque de remettre toujours plus de liquidités ? Et vous avez vu les premières critiques de Schäuble, le tout-puissant ministre des Finances, qui commence à tirer le signal d'alarme avec peut-être beaucoup de temps d'avance. Je pense qu'il est effectivement très loin devant nous dans ses préoccupations. Il est plus dans 2017-2018 qu'en 2013. Mais là, j'ai envie de vous faire la même réponse, si vous voulez, que la BCE aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, mais on ne peut pas le faire tout seul, parce que ça ne servirait à rien. On peut faire tout ce que vous voulez en matière d'injection de liquidités. Si vous n'avez pas de l'autre côté, effectivement, des avancées réelles sur la construction européenne, je parle de l'union bancaire en particulier, parce que c'est vraiment central, on l'a vu avec Chypre, eh bien, ce que je ferai, moi, de mon côté, ne servira à rien, ce sera perdu. Mais on sait que l'union bancaire, on va y arriver. Ah oui, d'accord, on le sait. Oui, bon, vous le savez peut-être, mais moi, j'attends de voir encore une fois. Vous êtes comme saint Thomas d'Aquin, vous. Mais non, mais ça a été annoncé en juin dernier, quand même, donc ça va faire un an. Hein. Donc, on voit bien, encore une fois, que d'ailleurs, les mêmes qui disent qu'il ne faut pas mettre trop de liquidités dans le système, comme M. Schäuble, disent aussi que l'union bancaire, il ne faut pas être trop pressé non plus. Donc, bon, vous voyez, et là, vraiment, c'est une avancée indispensable. Ouais. Alors, est-ce qu'on a été très négatif, hein, on est d'accord. Alors, petite question, avant de parler de la croissance mondiale, est-ce que les taux français pourraient être dézingués ? Passez-moi l'expression. Et donc, pour le moment, on se félicite tous, cette espèce de miracle qui fait que peut-être la chance du président Hollande, je ne sais pas, que les taux restent incroyablement bas. Est-ce que tout ça pourrait s'inverser ? Et là, où est-ce que ça pourrait nous emmener, nous, Français ? C'est très difficile d'avoir une vue sur les taux parce que c'est affecté essentiellement, ils sont conditionnés par les liquidités mondiales qui sont extrêmement abondantes, qui sont à la recherche de rendement, et de rendement quand même relativement sûr. Je veux dire, la probabilité d'un défaut de la France, que ce soit à 2A ou à 3A, est la même, c'est 0. Donc, vous êtes quand même dans des placements extrêmement sûrs. D'autre part, il y a des caractéristiques de la dette française proprement dite qui sont tout à fait en faveur de la République, c'est-à-dire une grande profondeur de marché, une extrême liquidité, un office de la dette qui gère très très bien les choses depuis très longtemps, qui est très performant, etc. Il y a beaucoup d'explications objectives au niveau des taux d'intérêt français. Voilà, enfin, il y a beaucoup d'explications qui montrent aussi qu'on est dans une anomalie avec un tel déficit, une économie tellement engluée, et qu'un jour, la question de la pression par les marchés des taux français va se poser, non ? Les taux français sont extrêmement bas aujourd'hui, les taux allemands sont extrêmement bas aujourd'hui, donc il y en a qui parlent d'une bulle obligataire. Bon. On verra. Je pense qu'effectivement, ils seront amenés à remonter un jour. C'est logique. Ils seront amenés à remonter avec surtout la avec croissance. Des taux d'intérêt réels négatifs, effectivement, comme la question se pose. Est-ce qu'on pourrait être sauvé par la croissance mondiale pour conclure, Jean-Michel Six, avec, on l'a dit tout à l'heure, les États-Unis qui s'en tirent pas si mal que ça. Vous avez vu qu'Olivier Blanchard, le chef éco de la FMI, estime que la croissance est forte. Je reprends ces mots. Oui. Aux États-Unis, c'est tout ça. C'est là qui pourrait, ça pourrait nous sauver. Là, on est d'accord. Si vous voulez, vous avez quand même deux zones de croissance. C'est les pays émergents. Il ne faut pas, encore une fois, tomber dans un pessimisme injustifié. Ils reprennent. L'année 2013 et 2014 seront meilleures que l'année 2012 pour les pays émergents et le commerce mondial. Deuxième groupe de pays, les États-Unis, la Scandinavie, la Suisse, qui reprennent bien, qui sont à 2, 2,5, voire peut-être 3. Et puis, vous avez le dernier groupe, c'est l'eurozone, qui est vraiment derrière. Bon, et qui ça veut dire que récession. si tout ça nous tirait, finalement, retrouver les 2% de croissance en 2015, aujourd'hui, tout le monde se gausse de l'utopie du gouvernement, finalement. Il y aurait quand même un scénario qui le rendrait plausible. Il y a un scénario qui le rendrait plausible, c'est le scénario 2010. En 2010, c'est ce qu'on a fait. On est tombé, comme tout le monde, en 2009. Bon, oui, mais après, on est tout de suite retombé dans le double dip, en quelque sorte. Là. Alors, on est tombé dans le double dip en 2011. Mais ce que je veux dire, c'est que le moteur de la voiture française, il peut aller à 2%. Il peut rouler à cette vitesse-là. C'est possible. Bon, même si on augmente le prix du diesel, alors. Merci Jean-Michel Six d'avoir été notre invité sur Xerfi Canal. Merci à vous.